S'il y a bien une chose que toute personne qui a déjà touché un ordinateur redoute, c'est les virus informatiques. Et à raison, les conséquences peuvent être dévastatrices, et la direction artistique est généralement là pour vous montrer que vous avez fait une grosse bêtise. Mais le plus effrayant dans tout ça, ce ne sont pas les virus eux-mêmes, mais surtout le fait que créer un virus, en fait, c'est vraiment pas si compliqué. Et c'est tellement peu compliqué que dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de vous décrire vaguement ce que font les virus, car à la place, on va recréer ensemble de véritables virus de plus en plus complexes, et surtout, de plus en plus dangereux. Mais attends 2 secondes, créer des virus, c'est pas déjà de 1 super dangereux, et surtout de 2 totalement illégal? Alors oui, essayer d'infecter des ordinateurs avec des virus, c'est parfaitement illégal, et super dangereux en plus. Mais ne t'inquiète pas, tout ce qui est fait dans cette vidéo respecte complètement la loi et est complètement safe, et ce grâce à 2 facteurs importants. Le premier, c'est qu'on ne va pas exécuter les virus sur ma machine, ou en tout cas pas directement. On va en fait utiliser une machine virtuelle. Alors une machine virtuelle, qu'est-ce que c'est? Et ben en gros ça consiste à simuler un ordinateur, mais dans un environnement parfaitement contrôlé. Pour ceux qui connaissent, ça marche comme de l'émulation de vieilles consoles Nintendo. En gros, au lieu d'installer directement des virus sur notre PC, ce qui serait très con, on va faire tourner sur notre PC un programme qui va simuler le fonctionnement d'un autre PC, et sur lequel on va installer des virus. Et donc pour avoir une sécurité maximale, on va complètement isoler notre machine virtuelle. C'est-à-dire qu'on va lui couper l'accès à internet pour éviter que notre virus se propage vers d'autres PC, ce qui pourrait être problématique. Et on va lui fermer complètement l'accès à nos vrais fichiers pour qu'il n'y ait aucun risque de les corrompre. Donc déjà, on sait que c'est sans danger pour nous. Mais bon, si je vous fais un tuto sur comment pirater des mots de passe de compte bancaire et que ça marche vraiment, je vais quand même avoir des problèmes. Mais il y a donc un deuxième facteur qui va faire qu'en plus d'être sans danger, c'est complètement légal. Et c'est que notre machine virtuelle va tourner sous Windows XP, qui est une version de Windows qui date de 2001, donc vraiment très vieille. Voilà, désolé aux gens nés avant 2001, mais pour un système d'exploitation, c'est beaucoup. Et en fait, à peu près tous les virus que je vais vous montrer dans cette vidéo ne fonctionnent plus sur les versions modernes de Windows, ou en tout cas sont beaucoup moins dévastateurs. Je vous ferai d'ailleurs une partie en fin de vidéo qui vous expliquera quel virus marche encore, tel quel et pourquoi. Ok, donc pour se familiariser un peu avec les virus, on va commencer par des virus tout simples, mais qui ne sont pas forcément les plus utiles. Déjà, quelque chose qu'on peut faire, c'est d'afficher un pop-up en boucle. Voilà, c'est pas très méchant, mais ça casse déjà un peu les burnes, étant donné qu'on ne peut pas fermer le pop-up. Mais bon, en soi, on peut juste aller dans le gestionnaire des tâches et kill le processus, et c'est gagné. Quelque chose de déjà un peu plus méchant, c'est de faire spawn les messages en parallèle. Là, si on laisse le processus s'exécuter, il va devenir de plus en plus demandant en mémoire vive, ce qu'on appelle RAM pour faire plus court, et une fois que la RAM est complètement saturée, l'ordi va pas aimer et il va juste crash. Mais si on se dépêche suffisamment, on peut kill le process et sauver le PC. Et en vérité, en termes de temps, c'est assez faisable, car un pop-up n'est pas si demandant en RAM. Mais il existe un moyen de faire saturer la RAM et donc de crasher l'ordi beaucoup plus rapidement, avec ce qu'on appelle une fork bomb. Une fork bomb, c'est juste un programme qui va lancer une copie de lui-même à l'infini. Donc au début on a un programme qui tourne, puis on en a 2 en parallèle qui tournent, puis comme chacun fait un enfant pour lui-même, on en a 4, puis 8, etc. Donc ça augmente ultra vite. Et donc vraiment, ça va faire crash votre ordi très rapidement. En plus, sur Windows XP, c'est pas parce que vous arrivez à kill le processus parent que vous stoppez les processus enfants, contrairement à Linux par exemple. Donc c'est vraiment presque impossible à arrêter. Mais là encore une fois, c'est pas si grave, il suffit de redémarrer votre PC et tout revient à la normale. Mais une façon d'être beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus méchant, c'est de faire une copie du script dans le dossier de lancement. Alors, il existe dans votre ordinateur un dossier où il y a un certain nombre de scripts qui sont lancés automatiquement quand vous allumez votre ordinateur. Et c'est pour ça par exemple que Discord n'arrête pas de se lancer au démarrage, et ce alors qu'on a bien décoché l'option de 100 fois, mais ça c'est juste parce que c'est mal fait. Et donc quelque chose de beaucoup plus méchant qu'on peut faire, c'est de copier notre fork bomb dans le dossier de démarrage. Et là votre ordi est à peu près foutu. Vu la vitesse où ça crache, vous avez peu de chances d'avoir le temps de faire quoi que ce soit. Alors vous êtes certes foutu à 99%, mais il peut encore vous rester un mince espoir d'arriver à supprimer le fichier dans le dossier de démarrage, avant que votre ordi explose, ce qui vous permettra d'être tranquille la prochaine fois. Et on peut parer à ça en regardant en continu si le fichier dans le dossier de démarrage est toujours là, et en le recréant si ce n'est pas le cas. Et si on fait ça, ça devient tout de suite très difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup de désinfecter l'ordi. Bon, pour l'instant c'est très bien, on peut décider de complètement détruire l'ordi d'un gars. Mais ça, le hacker, ça lui rapporte pas d'argent que votre PC soit complètement détruit. À part si le gars en question c'est une société qui vend des antivirus, mais le monde n'est pas prêt pour cette théorie du complot. En fait, chaque virus se décompose en 3 parties. Un point d'entrée, qui est ce qui va nous permettre d'exécuter du code arbitraire sur l'ordinateur, et que nous verrons plus tard. L'infection, qui va nous permettre d'implanter le virus au cœur de l'ordinateur pour qu'il soit toujours exécuté. Et le payload, qui est le comportement malveillant du virus. Et pour l'instant, le payload, c'est toujours de faire crash l'ordi. Et c'est pas forcément le plus intéressant. Alors je ne veux pas dire qu'il n'existe pas de virus dont le seul but est de faire crash votre ordinateur. L'un des plus connus étant You Are an Idiot, qui vous montrait cette petite animation rigolote tout en jouant cette musique du chétan. Puis se dupliquer à l'infini quand vous essayez de fermer la fenêtre. Ouais, quand je vous ai dit que les virus étaient effrayants, je vous ai pas menti. Mais bon, ce genre de virus ne rapporte rien aux hackers, sinon le plaisir de savoir qu'on a traumatisé un gamin à vie. C'est un peu de la malveillance caritative en soi. Mais bon, les virus qui peuvent eux rapporter gros ont des payloads beaucoup, mais alors beaucoup plus dangereux. Et on va commencer par le type de virus qui fait trembler toutes les entreprises de ce monde, les ransomware. Alors le principe d'un ransomware est très simple. Dès qu'il est exécuté, il scanne votre PC et pour chaque fichier qu'il considère comme pouvant contenir des données utiles, par exemple les fichiers texte ou les fichiers Word, il les crypte. Puis il vous affiche un gentil message
message vous demandant de payer une certaine somme en bitcoin pour que le hacker vous envoie le script permettant de décoder vos fichiers. Après, même si vous payez, vous n'avez évidemment aucune garantie qu'il vous envoie bien le script. Le bitcoin étant complètement intraçable, le hacker ne court aucun danger. Voilà, merci les cryptos. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi de mon point de vue les cryptos c'est vraiment une aberration, mais c'est pas le sujet là de la vidéo. J'ai donc codé une version assez simple d'un ransomware en Python, et on peut voir qu'effectivement ça marche bien. Si j'exécute le script d'encodage, mes fichiers sont bien cryptés, on n'y comprend rien. Et si j'exécute le script de décodage, je retrouve à nouveau mes données. Bon, moi j'ai utilisé une méthode de cryptage un peu toute pourrie à base de XOR, mais de loin la méthode de cryptage la plus appréciée pour ce genre d'attaque, c'est AES. Alors AES, sans rentrer dans les détails techniques, c'est une méthode de cryptage avec clé symétrique, c'est-à-dire qu'il existe une clé qui est juste, voilà, disons, une très grande suite de lettres, et si un message est crypté avec une certaine clé, alors on ne peut le déchiffrer que en utilisant cette clé. Et si on ne la connaît pas, alors on n'a pas d'autre possibilité que de tester toutes les clés une à une jusqu'à voir laquelle marche. Sauf que des clés, il en existe 2 puissance 128, soit l'équivalent d'un 1 suivi de 43 zéros. Donc ouais, il y en a pour longtemps. Alors cette méthode elle est cool, mais elle a un énorme défaut. Le problème c'est que le cryptage de vos données il est fait en local, sur votre propre ordinateur, et donc ça veut dire que la clé utilisée est également stockée sur votre ordinateur. Donc si vous vous y connaissez un peu, vous pouvez réussir à trouver la clé, et donc à vous en sortir sans payer la rançon. Et si vous êtes une entreprise à qui on demande des centaines de milliers d'euros de rançon, normalement vous allez demander de l'aide à un expert avant de payer. Alors une parade facile à cela serait de créer une clé aléatoire, puis de ne pas la sauvegarder. Mais dans ce cas-là, le hacker n'a aucun moyen lui non plus de payer la rançon. Et bon, nous on est des hackers, mais des hackers honnêtes, avec une certaine éthique de travail. De toute façon, vous savez, c'est comme tout. Il y a le bon et le mauvais hacker. Le mauvais hacker, il crypte des fichiers, on lui envoie la rançon, et il renvoie rien. Alors que le bon hacker, lui, il crypte des fichiers, on lui renvoie la rançon, il renvoie rien, mais c'est un bon hacker. Bon, si on veut résoudre ce problème, il y a une solution qui paraît évidente. RSA. Alors RSA, ce n'est pas qu'une prestation de protection sociale française qui complète les revenus d'une personne démunie ou aux ressources faibles afin de lui garantir un revenu minimal. Mais c'est aussi et surtout un code avec clé asymétrique, c'est-à-dire qu'il existe une clé A pour coder et une clé B différente pour décoder. Et on ne peut pas déduire la clé B à partir de la clé A. Ainsi, on peut coder avec la clé A sur l'ordinateur de la victime pendant que la clé B est stockée bien au chaud sur le bureau du hacker. Et donc si la victime veut décrypter ses fichiers, elle n'a pas d'autre choix que de payer. Alors oui, c'est très bien, mais il y a encore un problème. RSA, c'est lent. C'est pas une méthode de cryptage faite pour coder de grosses données. Je vous rappelle qu'on veut crypter tous les fichiers potentiellement sensibles, donc c'est très gros justement. Donc à donner vraiment tout le temps à la victime pour se rendre compte de ce qui se passe et stopper le massacre. Mais heureusement, il existe un moyen d'avoir le beurre, l'argent du beurre et même un peu du cul de la crémière. Et ça va consister à tirer une clé au hasard, tout chiffrer avec AES en utilisant cette clé, puis une fois que tout est chiffré, on chiffre la clé avec RSA et on la sauvegarde sur l'ordinateur. La victime doit alors avoir accès à la clé privée de RSA pour pouvoir déchiffrer la clé symétrique de AES, pour, avec celle-ci, déchiffrer tous ses fichiers, et c'est d'ailleurs ce que faisait le célèbre virus WannaCry, sur lequel V2F a fait une vidéo que je vous recommande fortement. Les ransomware sont donc ce qu'on associe le plus généralement au virus, de grands messages rouges qui font peur, des rançons pouvant valoir des millions de dollars et des conséquences dramatiques quand ça touche à des entreprises, ou pire, à des hôpitaux. Mais paradoxalement, c'est peut-être le genre de virus dont vous avez le moins à craindre, vous personnellement, car il est toujours dirigé vers les entreprises et pas les particuliers, étant donné que le prix qu'est prêt à dépenser un particulier pour récupérer ses données n'est généralement pas si élevé. Et donc, de l'autre côté du spectre, on a un certain type de virus, dont le but est au contraire de faire le moins de bruit possible, pour ne pas se faire repérer. Les spyware. Alors les spyware, comme leur nom l'indique très bien, vont espionner les moindres faits et gestes de votre ordinateur dans le but de récupérer des informations sensibles. Le spyware le plus simple, c'est un keylogger, c'est-à-dire un programme qui va lire et enregistrer toutes les touches du clavier sur lesquelles vous appuyez. Sur Windows XP, c'est très facile d'en recréer un, ce que j'ai fait avec ce petit script Python. Donc je le lance et maintenant imaginons que j'aille sur Netflix et que je rentre le mot de passe « Bonjour les vaches ». Et ben si l'on va dans le fichier précis qui est un peu caché au milieu de nulle part, pour pas qu'on puisse le détecter facilement, alors on voit que le mot de passe est écrit en clair ici. On n'a plus qu'à communiquer ce fichier à un serveur que détient le hacker et le compte Netflix peut facilement se faire hack. Mais alors évidemment, vous imaginez bien que ça peut être bien plus grave que juste un compte Netflix. Sachant en plus que si, comme dans la première partie, on fait s'exécuter le keylogger au démarrage et que l'on fait se régénérer le fichier qui le lance, alors sur la longueur, on est sûr de récupérer des infos auxquelles on n'est pas censé avoir accès. C'est d'ailleurs pour ça que pas mal de banques vous font rentrer votre mot de passe avec un clavier visuel mais dans un ordre aléatoire. Comme ça, impossible d'accéder à votre mot de passe avec un keylogger, étant donné qu'on n'appuie pas sur les touches de son clavier pour rentrer le mot de passe, ou même un mouse logger, étant donné que les chiffres sont dans un ordre aléatoire. Bon, les spyware, c'est certes un des types de virus les plus courants, mais si vous vous êtes déjà retrouvé confronté à un virus, c'est a priori pas face à ce genre de virus, parce qu'ils sont justement faits pour être invisibles. Donc leur but c'est pas techniquement de vous pourrir la vie. Au contraire, ils veulent vous persuader que tout va bien pour que vous ne cherchiez pas à les enlever. En revanche, s'il y a bien un type de virus très commun et qui va vraiment pourrir votre expérience utilisateur, c'est bien le dernier de cette liste, les adware. Les adware, eux, génèrent de l'argent de manière un peu plus légale et assez commune en fait, avec des pubs. Leur effet le plus commun est par exemple de remplacer votre moteur de recherche par défaut par leur propre moteur de recherche.
qui va par la suite vous montrer des pubs pour lesquelles ils seront rémunérés. Finalement, c'est un peu comme un moteur de recherche classique, sauf que vous n'avez pas choisi de l'utiliser. Après, certains sont plus vicieux et vont jusqu'à vous suggérer des sites non sécurisés qui vont vous installer des virus bien plus graves. Certains encore vous mettent des pop-up de pubs directement sur l'écran, mais en réalité c'est assez rare et ça appartient un peu plus au passé. Mais bon, nous, on peut quand même utiliser des adwares pour faire le bien, en développant un virus qui va forcer le moteur de recherche par défaut de votre navigateur à être Google, ce qui empêchera en fin de mamie d'utiliser ce vilain Bing. Bon, on a maintenant vu 2 des 3 parties qui composent un virus, l'infection et le payload. Mais on n'a toujours pas vu la partie la plus importante finalement. Comment on arrive à installer un virus sur l'ordinateur de quelqu'un en premier lieu? Et bien pour ça, tout ce qu'il nous faut, c'est arriver à faire exécuter du code machine arbitraire sur l'ordinateur de la victime. Et pour y arriver, on a 2 possibilités, la faille humaine et la faille logicielle. Les failles logicielles, c'est un sujet un peu spécial. Donc on va d'abord voir les failles humaines, puis je vous expliquerai le problème avec les failles logicielles. Alors les failles humaines, ça va juste consister à convaincre l'utilisateur de faire une action dangereuse qui va nous permettre de nous infiltrer. La méthode la plus commune pour ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un cheval de Troie. Alors un cheval de Troie, c'est un programme malveillant qui se fait passer pour un programme inoffensif, comme un cheval de Troie du coup. Ah, ça vient de là. Un exemple classique est par exemple un crack de jeu. On convainc l'utilisateur que l'exécutable va lui permettre de jouer à GTA 6 gratuitement pour qu'il trouve normal le fait qu'il n'y ait pas vraiment de garantie. Et une fois qu'il exécute notre code, on peut installer tranquillement notre virus, et si c'est un spyware, on peut même lui donner vraiment le jeu, pour vraiment qu'il ne se doute de rien. Donc ouais, c'est pas parce que votre jeu craqué se lance vraiment que vous êtes bien safe. Un autre moyen, ça reste quand même d'utiliser le meilleur ami de tout hacker, Internet Explorer, même s'il va nous être encore plus utile dans la partie des failles logicielles. Un truc par exemple assez aberrant qu'il y avait dans Internet Explorer à l'époque, c'était ActiveX, qui est une extension qui va permettre à n'importe quel site web d'exécuter du code machine directement sur votre ordinateur. Le rêve de tout hacker. Bon, après Internet Explorer vous met quand même un message vous avertissant que c'est dangereux. Voilà, c'est vrai que c'est cool de me demander si j'ai vraiment envie de détruire mon PC. J'apprécie. Ok, donc les failles humaines c'est cool, mais si les gens sont pas cons, ça marche pas. Et c'est pour ça que le mieux c'est les failles logicielles, où le problème ne vient pas de l'humain, mais de Windows lui-même. Comme ça, t'as beau être intelligent, tu te fais quand même avoir. Il n'y a pas de counterplay, un peu comme Steve dans Smash Bros. Le problème, c'est que pour le coup, vous expliquer comment répliquer des failles logicielles sur Windows XP, c'est assez illégal. Même si c'est un vieux système d'exploitation, des gens sont encore susceptibles de l'utiliser. Mais je peux quand même vous expliquer les grandes lignes de comment ça marche. Et c'est là que Internet Explorer va réellement nous révéler tout son potentiel. Ouais, si ce truc a une réputation de merde, c'est pas que à cause de son look dégueulasse. Ce machin, c'était vraiment un véritable danger public. En fait, le problème, c'est qu'Internet Explorer était très intégré à Windows, mais un peu codé avec le cul. En gros, on lui faisait beaucoup confiance, mais il avait pas forcément les épaules pour. La faille la plus commune consistait à faire un dépassement de mémoire. En gros, Internet Explorer allouait une certaine mémoire pour quelque chose que voulait faire le site, sauf qu'il sous-estimait la taille qui était nécessaire, et donc ce qui dépassait écrasait d'autres endroits potentiellement de la mémoire de l'ordinateur, et il pouvait donc être utilisé pour envoyer vers du code malveillant par exemple. Je ne vais pas plus détailler cette partie, mais en gros, juste sachez que c'était vraiment un bug très courant et faisable de plein de manière différentes. Alors tout ça c'est très bien, mais est-ce que ça fonctionne toujours sur les versions récentes de Windows? Eh bien si on essaye de faire des virus aussi naïfs que ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo, eh ben presque pas. Et on va un peu étudier les différents cas, point par point. Déjà, les fork bombes, c'est du passé. Désolé, mais la légende n'est plus au goût du jour, parce que Windows est maintenant capable de détecter très rapidement quand un programme essaye de lancer des centaines de copies de lui-même, et il peut soit le ralentir, soit le tuer automatiquement. Ensuite, le dossier de startup est beaucoup plus contrôlé, et tout fichier exécutable situé dans ce dossier sera stoppé si Windows Defender ne le reconnaît pas, à part si tu le forces expressément en lui donnant des privilèges administrateurs par exemple, et bon dans ce cas, là t'as un peu abusé quoi. Les ransomware, eux, marchent toujours, mais il existe aujourd'hui des façons de protéger davantage certains fichiers sensibles. Les keyloggers fonctionnent par contre beaucoup moins bien, car Windows isole beaucoup plus les applications les unes des autres, et donc tu ne peux plus détecter les touches provenant des autres applications, à part si tu donnes aux keyloggers des droits d'accès kernel, mais bon, faudrait vraiment être con pour faire ça. Les adwares, par contre, ça fonctionne toujours aussi bien, et c'est pour ça qu'Internet en est absolument rempli de ces pourritures. Et enfin, aucun autre navigateur qu'Internet Explorer n'a jamais eu l'audace d'oser penser donner la possibilité à un site web de lancer du code machine. Et même aucune version récente de ce navigateur du Shaitan n'a refait cette dinguerie. Par contre, il n'y a pas que du positif, car un nouveau type de virus est récemment apparu, les cryptojackers. Alors perso, j'aurais plutôt appelé ça cryptoware, mais c'est pas moi qui décide. Mais bref, le principe c'est que le virus va miner de la crypto en arrière-plan sur ton PC, ce qui n'a pas d'effet néfaste autre que de ralentir beaucoup la puissance de calcul de ton ordi. Et ce type de virus a le gros avantage d'être extrêmement dur à détecter, car c'est techniquement rien de plus qu'un programme qui tourne en arrière-plan. Pour l'antivirus, il n'y a rien d'hors du commun. Et pour toi, juste ton PC est lent, mais c'est peut-être juste parce qu'il vieillit en soi, quoi. Donc voilà, encore une raison de plus de détester les cryptos. J'espère donc que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur comment fonctionne un ordinateur de A à Z, je t'invite à regarder cette vidéo où j'en recrée un de zéro, et si tu l'as déjà vu, eh bien sache que la prochaine vidéo normalement est la suite de cette série. Abonne-toi à la chaîne si t'aimes le contenu, et à la prochaine.